Bonjour, nous sommes des élèves de 3e du collège Les Escoliers de la Mosson à Montpellier dans le cadre des ateliers d'éducation à l'image accompagnés par notre professeur de technologie, M. Shelfi, notre CPE, M. Bayou et l'association Kaina. Nous avons débattu un certain nombre de thèmes dans le but de réaliser cette émission. Nous avons retenu le thème des discriminations. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous accueillir, le public et nos invités au collège Les Escoliers de la Mosson pour aborder ce sujet. Bonjour à tous, je m'appelle Sana Elami. Aujourd'hui, je vais poser des questions aux intervenants et au public. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la discrimination ? Bonjour, je suis Luna Langlois, donc je travaille pour Léo Lagrange Méditerranée. Je fais des interventions en milieu scolaire, mais aussi à l'école de police, à la PJJ, un peu partout. Et qu'est-ce que c'est que la discrimination ? La discrimination, c'est le traitement inégal d'une personne ou d'un groupe dans une situation comparable en raison d'un critère interdit par la loi. Voilà. Merci. À partir de cette définition, quelles sont, selon vous, les différentes formes de discrimination existantes ? Bonjour, je m'appelle Myriam Benabou et pour moi, en fait, il y a plusieurs formes de discrimination. La discrimination raciale, la discrimination aussi par rapport à un handicap, à cause d'un handicap, on soit moins bien traité. Et puis voilà. Par exemple, si on traite quelqu'un d'autre à cause de sa couleur de peau différemment qu'une personne qui est blanche de peau, qui n'a pas la même couleur, c'est une forme de racisme. Et donc c'est interdit. Merci. Oh, merci. Merci. Pour moi, la discrimination, c'est quelque chose comme le racisme. Et voilà. Merci. Pouvez-vous compléter ces différents critères de discrimination ? Donc, il y a 25 critères de discrimination. Il va y avoir effectivement, vous l'avez dit, le handicap, l'apparence physique, mais il y a aussi le sexe, le genre, la vulnérabilité économique. Voilà, il y en a 25. Moi, je peux pas tous vous les dire, mais je sais plus quoi dire. Voilà. Bonjour, moi c'est Sarah. Parmi les différentes formes de discrimination, il y existe la discrimination raciale. Qu'est-ce que la discrimination raciale et qu'est-ce que le racisme ? Oui, bonjour, François Gaude pour le MRAP de l'UNEL. Donc la discrimination raciste, comme l'a dit la collègue tout à l'heure, c'est à partir de ce qui s'exprimait comme étant la race au départ, c'est-à-dire la couleur, la différence de peau. Mais on a vu depuis un certain temps que ça s'était élargi à d'autres critères et on peut taxer de racisme aujourd'hui des gens qui s'en prennent aux différences, que ce soit d'origine. Alors on appelle ça la xénophobie, mais souvent, comme on désigne des personnes venant des pays d'Afrique, par exemple, ça reste du racisme, ou la religion. Donc on a des critères qui ont évolué avec le temps, puisqu'au départ, on estimait à la fin du 19e siècle qu'il y avait des différentes races dans notre société, alors qu'aujourd'hui, les scientifiques ont fait la démonstration qu'il n'existait qu'une espèce humaine. Tu veux rajouter quelque chose ? Oui, non. Donc le MRAP, c'est le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Hein. Et nous, on est un comité local, mais donc il y a des comités dans toute la France. Et sur le racisme précisément, le MRAP est à l'origine de la loi de 1972 qui condamne, qui pénalise le racisme, qui fait du racisme un délit. Hein. Donc, la définition, elle se trouve justement dans le texte de cette loi, la définition précise de cette forme de discrimination, qui est notre axe principal à nous, au niveau du MRAP. Et on travaille donc différentes manières pour savoir d'où vient le racisme. Parce que le racisme, il n'est pas tombé du ciel, il est venu dans l'histoire, avec l'esclavage, pour commencer, avec le colonialisme ensuite. Donc, pour démonter le racisme d'aujourd'hui, on essaie de montrer comment il s'est construit. Pour finir, je ne vais pas faire plus, au niveau du MRAP national, on a écrit récemment au président de la République
Il ne nous a pas encore répondu, mais on lui a écrit en lui demandant la création d'un musée national de l'histoire de la colonisation pour montrer justement comment, à partir de l'exposition universelle de 1931, où on avait construit le sauvage pour justifier la colonisation, comment, à partir de là, maintenant, essayer de montrer la réalité de ce qu'a été la colonisation, alors qu'il y en a encore certains qui disent que la colonisation, c'était super. C'était pas super. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà été victimes ou témoins de discrimination? Si oui, lesquels? Personnellement, je n'ai jamais vu quelqu'un victime de discrimination. Moi non plus, j'ai pas connu la discrimination. Moi personnellement, j'ai pas vécu ça, donc je peux pas vous répondre. Moi non plus, je n'ai pas. Bon, ben, je pense qu'on va aller vers les intervenants. Bonjour, Kamel, intervenant théâtre. Je suis venu de Marseille, où je dirige une compagnie de théâtre. Nous faisons du théâtre forum et nous servons de cet outil pour débattre de tous les sujets de la société. Merci. Pouvez-vous nous expliquer sur quoi sont fondées les discriminations? Les discriminations, c'est souvent quand on va venir coller des étiquettes aux gens. Ces étiquettes, on va les appeler souvent stéréotypes ou clichés. Et du coup, on va avoir parfois des images positives ou négatives qu'on va donner à une ethnie ou une nationalité. Et à partir de ça, on va se faire une fausse idée de la personne. On va penser, on va faire un préjugé, on va juger avant d'apprendre à la connaître. Et on va être persuadé que parce que cette personne, elle a telle couleur de peau, telle nationalité, elle va avoir tel comportement. Et en fait, on se rend compte quand on rencontre les gens que c'est pas le cas. La discrimination, c'est quand on a l'action. C'est l'action de faire quelque chose, de rejeter. Parfois, il y a des insultes discriminatoires. Et du coup, parce qu'on a derrière la tête une étiquette, une image sur cette personne. Merci. Quelles sont les causes, l'origine des discriminations raciales, du racisme? Je veux reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que bon, on a déjà répondu à la question, mais ça fait rien de répéter. Donc c'est sûr que c'est au moment de l'esclavagisme, pour mettre des gens en esclavage, il a fallu bien les rabaisser. Et une manière de les rabaisser, c'était la couleur de la peau. Même si l'esclavage a existé depuis bien longtemps avant, au moment de la traite des Noirs, là vraiment il n'y avait que cette catégorie qui était qualifiée d'esclave. Donc c'est le début de la construction du racisme. Après, il y a eu d'autres formes, bien évidemment. À ce stade, le racisme en lui-même, il s'est développé dès lors qu'il y a eu cette institutionnalisation, en fait, donc, du concept de la différence. Il a fallu passer, donc, par exemple, pour l'esclavage, la traite négrière, par exemple, qui n'était pas... avec lui, c'est assez difficile de parler exactement de ce qu'était le racisme, mais les ferments ont déjà été placés, les bases ont été là, parce qu'il a fallu retirer à un être humain, il a fallu passer par l'Église, retirer à un être humain, justement, le statut d'être vivant, donc en faire un objet. Et malgré que... avec les lois abolitionnistes, en fait, qui ont été, finalement, qui ont essayé de faire que les choses changent au fil du temps vers le 19e siècle. Mais encore, pour qu'arrive la colonisation, il a fallu encore passer par ce stade-là, ce même mécanisme-là, où il faut donner, à travers la loi, un statut à un autre qui soit différent, en fait, pour le rendre différent et exploitable en plus. Donc voilà, généralement, ça passe par la loi. Merci. Est-ce qu'il y a plus de discrimination aujourd'hui? Pouvez-vous nous donner quelques chiffres? Bonjour, je m'appelle Titouan et je suis bénévole à la Ligue des droits de l'homme. Alors, je ne saurais pas vous dire s'il y en a plus maintenant qu'il y a 10, 20 ans, 30 ans, 40. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a encore.
elles sont mesurées, notamment grâce à ce qu'on appelle des campagnes de testing, c'est-à-dire qu'à grande échelle, on essaye de regarder s'il y a des discriminations à l'embauche dans les logements. Et toutes ces campagnes de testing, elles ont montré qu'il y avait effectivement des discriminations, que ce soit à l'embauche, que ce soit à l'entrée des logements. Et il y a un chiffre qui est assez connu et que je peux vous citer, c'est que le Défenseur des droits en 2017, il a établi que quand on est identifié comme étant d'une minorité, c'est-à-dire noir ou arabe, on a 20 fois plus de chances d'être contrôlé dans la rue, de subir un contrôle d'identité. Donc les discriminations, elles ont toujours existé, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles continuent à exister et qu'elles n'ont pas disparu. D'accord, merci. Selon vous, peut-on être sanctionné si on discrimine une personne ou un groupe? Alors, en fait, comment on peut dire ça? Eh ben, en discriminant un groupe ou une personne, c'est sûr qu'on est sanctionné. Par exemple, pour le racisme, ben, on est sanctionné. Du coup, je pense que pour les autres discriminations aussi. Merci. Oui, je pense que je pense qu'on peut être sanctionné si on harcèle quelqu'un, mais il y a moins de chances qu'on soit harcelé si on est en groupe et qu'il y a juste une seule personne. Merci. Je pense que oui, on est sanctionné si on a des propos pas bien vers une personne, si on blesse une personne, parce que oui, je pense. Merci. Sur la question des sanctions, hein, c'est ça. Alors, comme le disait Luna tout à l'heure, quand une discrimination repose sur un des 25 critères qui est défini par la loi, ces discriminations, elles sont sanctionnables par le juge. Donc elles sont punies par la loi. Alors, ça se matérialisera souvent par des amendes, mais il faut également savoir que, par exemple, quand un délit est commis et qu'en plus, à l'origine, il y a une discrimination, la discrimination est ce qu'on appelle une circonstance aggravante. C'est-à-dire que la punition sera plus grave en raison de la discrimination qui est à l'origine du délit, voire du crime qui a pu être commis. Donc oui, les discriminations, aujourd'hui, elles sont sanctionnables par la loi et par le juge. Quelles sont les sanctions et est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Alors, il est parfois difficile de sanctionner pour discrimination parce qu'il est parfois difficile de prouver les discriminations. Mais aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'on a une décision de justice qui a 3 jours, qui a été rendue mardi dernier, le 8 juin, par la Cour d'appel de Paris. Et la Cour d'appel de Paris, elle a sanctionné l'État pour faute lourde en raison d'une discrimination lors d'un contrôle d'identité qui avait eu lieu à la gare du Nord à Paris. Alors pour expliquer ce qui s'était passé, c'était une classe, un peu comme vous d'ailleurs, qui revenait d'un voyage scolaire en Belgique. Et dans cette classe, il y a 3 personnes qui avaient été contrôlées par la police aux sorties du train. Et l'enseignante et la classe avaient trouvé ça inadmissible et les 3 personnes avaient porté plainte. Et il y a 3 jours, la Cour d'appel de Paris a reconnu que les contrôles de police qui avaient été menés étaient discriminatoires. Et donc l'État a été condamné à payer une amende et à payer des dommages et intérêts à ces 3 jeunes qui avaient subi le contrôle. Il faut préciser que les 3 personnes avaient été choisies en fonction de leur couleur de peau. Hein, Juste une précision aussi quand même, parce que bon, là on parle de sanctions par rapport au racisme, mais il y a une espèce de racisme, on sait que c'est très difficile parfois hein, d'aller au tribunal pour différentes raisons. D'abord parce que celui qui le subit n'ose pas porter plainte pour des raisons diverses, et ensuite il faut vraiment justifier l'acte, donc c'est souvent difficile. Donc il y a tout un racisme du quotidien qui passe complètement sous silence, et que c'est celui-là aussi qu'il faut combattre. Hein. Et donc on ne le combat pas que par le plan judiciaire. Hein, c'est justement notre travail, c'est d'essayer de le combattre par le travail sur les idées, hein, pas seulement sur le plan judiciaire. Il faut intervenir sur le plan judiciaire, mais il ne faut pas se contenter de ça, hein, sinon c'est pas possible. Regardez à la télé quand Zemmour il intervient, hein, il reçoit des sanctions et le lendemain il recommence. Hein, donc c'est là-dessus qu'il faut se battre aussi.
Merci. Savez-vous quoi faire si vous êtes victime de discrimination? Non. Elle a dit quoi? Déjà, on en parle à nos proches. C'est plus important. Et voilà. Si c'est dans un collège, on peut en parler au professeur. On peut appeler la police aussi. D'abord, on en parle à nos proches, puis voilà, on part au commissariat. Si c'est vraiment détaillé, voilà, ça peut partir plus loin. Merci. Que faire si nous sommes Que faire si nous sommes victimes des discriminations? Ça dépend. Je suis de la Ligue des droits de l'homme avec Titouan. Ça dépend de la situation particulière. Il y a plusieurs possibilités. Par exemple, si c'est un refus de service, on peut aller à la police. Mais il y a une personne qu'il faut connaître en France, c'est le défenseur des droits. Donc, si on a subi une discrimination, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas vers quel tribunal se tourner, on peut se renseigner auprès de cette personne. Elle a 500 agents, 500 référents sur le territoire français. Vous pouvez aller à la maison de justice et de droit à Celle-Neuve. Vous pouvez aller à la préfecture et prendre un rendez-vous pour voir, je pense qu'ils sont 7 ou 8 sur l'Hérault et qui peuvent répondre aux questions. Et d'ailleurs, cette décision qui vient de tomber de la Cour d'appel de Paris a été secondée par le défenseur des droits. Donc c'est l'avocat qui a présenté la plaidoirie pour ces plaignants, mais c'est le défenseur des droits qui a ajouté un dossier pour renforcer l'argumentation des plaignants. Voilà. Merci beaucoup. Oui, et je rajoute qu'il y a des associations, que ce soit la vôtre ou que ce soit la nôtre, qui sont là aussi pour recevoir et pour accompagner. Vous avez un service juridique et dès qu'une personne vient nous trouver, nous pouvons monter un dossier et la suivre justement au niveau du tribunal et appuyer. Et nous avons par le passé, y compris, fait condamner des hommes politiques qui avaient des expressions racistes donc devant les tribunaux, et nous avons gagné avec la Ligue des droits de l'homme et le MRAP. Voilà. Merci beaucoup. Intéressons-nous maintenant à la façon dont nous pouvons lutter contre les discriminations et le racisme. Comment utilisez-vous votre art, le théâtre, comme outil de réflexion pour débattre et lutter contre les discriminations? On utilise le théâtre forum, ce sont des scènes de la vie quotidienne. Mais si on a été victime de discrimination ou même de harcèlement, parce qu'on travaille beaucoup de sujets, on construit des scènes et on les joue devant un public. Et on demande au public de venir apporter son point de vue sur la situation qu'ils viennent de voir et de vivre. À côté de ça, nous, on fait partie aussi d'un réseau d'éducation populaire nationale qui s'appelle Arc-en-Ciel Théâtre. Et à ce sujet, on travaille avec beaucoup de partenaires, les centres sociaux, les associations de quartier. Et moi-même, je suis né à Marseille. Donc, si on remet la discrimination il y a une trentaine d'années, elle existait. Il y avait même des ratonnades à l'époque à Marseille. Donc, quand on rentrait dans les quartiers, on pouvait frapper les Arabes ou les Espagnols qui avaient avec nous et tout. Et il n'y avait pas de police avec nous, il n'y avait pas d'institution, le gouvernement fermait les yeux à l'époque. Donc aujourd'hui, on a plus de moyens de se défendre contre la discrimination. Il y a beaucoup plus de choses qui se sont mises en place pour lutter contre la discrimination. Mais il faut savoir qu'il y a une vingtaine, trentaine d'années, c'était très difficile de se plaindre et d'apporter ça au tribunal. Nous, le Théâtre Forum, on s'en sert justement pour débattre tranquillement de ce sujet, parce que c'est un sujet aussi quand même qui est parfois dur, parfois sérieux, parfois émouvant.
Et le théâtre en lui-même crée un espace de confiance symbolique où on peut confronter nos points de vue là-dessus. Parce que je pense qu'on a tous été victimes un jour ou l'autre dans notre vie de discrimination. Nous, à l'époque, je ne sais pas qui c'est qui disait, quand on est 5 ou 6, on n'est pas victime de discrimination. Nous, à l'époque, on était refusés dans les campings. Par rapport à... on était des harbés, comme on dit. Et voilà, on était refusés dans les discothèques. Bon, après, il y a des stratégies à amener, on y allait seul et tout ça, mais la discrimination, elle y est encore, elle devient de plus en plus forte, elle est maintenant, moi c'est mon point de vue, elle est devenue étatique. Après, ça n'engage que moi, mais le théâtre en lui-même fait qu'on peut confronter nos points de vue tranquillement, et la discrimination, nous sommes tous des exilés, donc une fois qu'on connaît tous notre histoire, et qu'on raconte notre histoire, d'où on vient et quels sont nos récits, nos mémoires, à ce moment-là, on va se respecter plus parce qu'on connaît l'histoire de l'autre. Et le théâtre permet ça aussi, de se connaître, de s'apprécier et de s'ouvrir vers d'autres communautés. Merci. Oui, je voulais juste ajouter un truc, parce que là, on parle d'association, de s'adresser à des personnes et tout. Mais il faut commencer par se défendre soi-même directement. Hein. Par exemple, je sais pas, moi, si dans un groupe, il y a quelqu'un qui sort une blague raciste, on ne se tait pas. Hein. On ne rit pas, bien entendu, et on ne se tait pas. Donc déjà, savoir par rapport aux autres, faire entendre qu'il existe des gens qui ne pensent pas ça, c'est déjà important. Donc vous, au niveau de votre groupe, vous, sans aller chercher des intervenants extérieurs et tout, vous pouvez déjà faire ce travail-là. Quand vous sentez qu'une intervention est blessante, hein, cette intervention est blessante, vous la soulignez. Vous dites qu'elle est blessante, hein, et ça calme. En général, ça calme. Merci. Et vous, que mettez-vous en place avec les jeunes ? Bonjour, Michael Yvon, éducateur à la PS34 avec ma collègue. Donc nous, on travaille dans le cadre de la protection de l'enfance et on travaille dans les quartiers prioritaires de la ville. Et on est amené à aller à la rencontre directement du public âgé de 11 à 25 ans. Et il s'avère qu'effectivement, ils nous relatent dans leur quotidien des situations qui peuvent relever de discrimination. Donc qu'est-ce que l'on met en place ? Déjà une écoute, parce qu'on se rend compte que souvent c'est banalisé. Ils ne se rendent même pas compte que ça peut être des propos à caractère raciste, ou même entre eux, hein, des fois, la manière dont ils blaguent, des fois entre eux, et comme ça a été dit précédemment, on reprend les choses avec eux, et on repositionne les choses dans un cadre éducatif. Et ensuite, si vraiment les personnes subissent des discriminations lourdes, on est amené à les accompagner individuellement, effectivement, vers la Maison de la Justice et du Droit ou autre association. Bonjour, Laetitia, éducatrice à PS34. Mon collègue a bien résumé la chose. Je rajouterais aussi que du coup, on accompagne aussi chaque jeune et chaque famille à se rendre compte aussi des discriminations qu'ils peuvent vivre. Comme là, tout à l'heure, la question a été posée, est-ce que vous avez déjà vécu une discrimination ? Tous ceux qui ont été interrogés ont répondu non. Mais on peut parfois se rendre compte que la plupart n'en ont pas conscience. Donc, du coup, nous, on les accompagne aussi à réfléchir sur ce qu'ils ont vécu et à se rendre compte si c'est des discriminations ou pas. Merci. Pouvez-vous nous expliquer comment, à travers la poésie, vous menez un combat contre les discriminations et le racisme ? Alors, je n'ai pas forcément fait le choix d'être en combat contre le racisme, mais à travers l'écriture, de toute façon, je considère que écrire, c'est une façon d'exister aussi. C'est une façon de donner corps à ce que l'on pense, à ce que l'on veut aussi, donc en soi, qui se manifeste un peu dans le quotidien. Et dans mon écriture, j'essaie de parler un peu de certaines anecdotes, ce que j'ai pu vivre aussi, mon expérience, mais aussi l'expérience d'autres personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer et tout. Et moi, par exemple, pour ne parler que de moi, donc, j'ai expérimenté la vie de sans-papier pendant 9 ans à peu près. Et ça a été assez spécial parce que c'est dans cette situation en fait que j'ai pu voir en fait les travers en fait de la société
dans laquelle on vit, la société moderne telle qu'elle est construite. Donc tout le discours qu'il y a autour du sans-papier, sans que l'on sache exactement ce qu'il vit, en quoi il est impliqué socialement. On le voit souvent comme la personne qui arrive, l'étranger qui arrive et puis qui parasite le système social et tout. Et on oublie parfois qu'il y a beaucoup de ces étrangers qui arrivent, qui sont sans papier et au fait qui travaillent quand même et qui en plus payent leurs impôts et qui participent au fait à toutes les charges de la société. Donc c'est ça que j'essaie de souligner au fait dans mes écrits. Et pour rebondir sur ce qui a été dit dans la lutte contre les discriminations en général, ça passe par l'éducation, vraiment l'éducation, mais aussi la prise de conscience personnelle. Il faut être conscient de qui l'on est, et ça vient avec justement le fait de savoir, connaître sa propre histoire, mais aussi connaître l'histoire de l'autre, comprendre que l'histoire, c'est quelque chose qui se répète, rien n'est acquis. Il y a des choses que l'on vit aujourd'hui qui ont déjà existé pendant des années, des siècles, voilà, qui se répètent. Mais dès lors que l'on connaît au fait l'histoire, son histoire, on est à même de repérer au fait ces problèmes qui reviennent au fur et à mesure et justement d'avertir. Voilà. Merci beaucoup. Et vous, que mettez-vous en place avec les jeunes? C'est à 18, la dernière. Je me suis trompée, désolée. Une dernière question cruelle avant de terminer notre émission. Comment pouvons-nous agir individuellement et collectivement pour lutter contre la discrimination et le racisme? Je commence par les intervenants. Individuellement, comme disait le monsieur, c'est de ne pas laisser passer des phrases qui blessent ou qui sont stigmatisantes. Collectivement, moi j'ai envie de dire, il y a nous, et il y a l'institution. On ne peut pas faire sans l'institution. Donc il y a un travail aussi à faire en haut, parce que quand on balaye, on commence toujours par les escaliers du haut. Donc voilà, il n'y a pas que nous qui allons mettre en œuvre des choses. Effectivement qu'on peut faire des choses ensemble. Là, on parle beaucoup de vivre ensemble, mais vivre ensemble, ça veut dire quoi exactement? Si je vais à Carrefour, tu fais la queue, on vit ensemble, c'est ça? Donc faire des choses ensemble, ça me touche plus, quoi. Que voilà, collectivement, c'est faire des choses ensemble plutôt que de dire on vit ensemble et tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment une réflexion qu'on doit avoir avec nos enfants. On parlait d'éducation, mais aussi il y a des choses à la maison que nous, les adultes, on ne doit pas dire. Même des blagues à 3,50 francs des fois. Mais ça commence par là, à table. Hein, et ensuite, avec les enfants, parler d'éducation. Merci beaucoup. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, donc je vais le répéter encore, par l'éducation. Et c'est effectivement au niveau de toutes les couches sociales. Donc, mais quelque chose me pousse à dire quand même qu'il faut, pour le coup de balai, il faut vraiment aussi le donner au niveau des strates les plus hautes, en fait. Parce que quand on voit certains discours qui sont comme ça, qui passent facilement à la télé et tout, que ce soit le discours de Zemmour qui est permanent et tout, on se dit que oui, il y a tout ce gros travail-là qu'il faut faire pour essayer de représenter les choses vraies telles qu'elles sont et pour que l'on soit capable au fait de comprendre qui est l'autre, sinon que cet autre-là que l'on écarte souvent par peur, en fait, il vit une réalité qui est parfois la même que soi. Donc voilà, c'est ce lien-là qu'il faut arriver à faire. Merci beaucoup. Oui, sur le plan individuel, je crois que chacun a compris un petit peu la façon dont il fallait intervenir et puis être vigilant. Il faut cette vigilance.
Et puis après, sur le plan social, eh ben, il y a tout ce qui fait que des associations existent et qu'il faut leur donner vie en étant présent. On a parlé des migrants, mais là aussi, tout le travail qui est fait en direction des migrants est un travail important et qui est remis en cause sans arrêt. On a vu que certaines personnes passaient au tribunal parce qu'ils avaient accueilli, parce qu'ils avaient hébergé, etc. Donc je crois qu'il faut être conscient qu'il y a des enjeux sociaux et qu'il faut se mêler de la vie sociale. L'éducation, c'est une chose, mais cette permanence d'être impliqué dans la vie sociale, de comprendre les racines. On a parlé de cette histoire qui continue à ne pas passer. On voit les débats qu'il y a aujourd'hui. Donc il y a des choses particulièrement intéressantes qui sortent, mais il faut essayer de les pousser, comme l'histoire du musée de l'immigration, comme de la colonisation. Oui, il existait déjà le musée de l'immigration. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire pour intervenir au quotidien. Oui, bon, on redit tous les mêmes choses, bien évidemment. Là. Donc, l'intervention individuelle, l'intervention collective. Tout se passe aussi au plus haut niveau de l'État. Hein. Donc, il faut bon, vous n'êtes pas d'âge encore à voter, mais bientôt ce sera le cas. Donc, votre intervention citoyenne, elle est importante parce que c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. C'est là que les lois se votent. Hein. C'est là que les évolutions positives ou négatives se font. Donc, il ne faut pas se dire, bon, on laisse tomber, c'est les autres qui feront. Parce qu'en général, ça ne se passe pas bien comme ça. Hein. Et un dernier truc, je voudrais citer par exemple un écrivain militant très connu qui s'appelle Frantz Fanon, qui disait comment veux-tu que je vois l'homme qui est en toi, hein, si toi tu vois pas l'homme qui est dans l'autre, hein, si tu nies l'homme qui est dans l'autre, comment veux-tu que je vois l'homme qui est en toi. Donc au niveau discrimination, c'est ça aussi, c'est un tout, hein, c'est pas le tout de défendre et discriminer, c'est de se défendre soi-même, hein, pour qu'on ne devienne pas négatif en quelque sorte, parce que quand on écrase les autres, on est négatif automatiquement. Alors, déjà, je suis d'accord avec tout ce qui était dit par les intervenants avant. Et je pense que c'est important de le dire. Et je pense que c'est important ce qu'on fait là aussi, parce que ça permet de ne pas oublier que les discriminations, elles existent toujours. Alors, quand on vous a interrogé individuellement, vous avez dit ne pas en avoir connu. Mais collectivement, les statistiques, elles montrent clairement que les discriminations, elles persistent. C'est qu'il faut dire la chose simplement. Aujourd'hui, en fonction de sa couleur de peau, en fonction de son genre, en fonction de son orientation sexuelle, on n'a pas tous les mêmes chances dans la vie. Et ça, il faut s'en rappeler, et il faut le crier haut et fort, c'est pas normal, et ça doit cesser, et le combat, il doit continuer. Je pense aussi qu'il ne faut pas accepter il y a certaines situations qui sont acceptées qui ne devraient pas l'être. Par exemple, on m'a dit à Lunel que systématiquement, les femmes qui portent des foulards, le maire interdit, je ne sais pas si c'est dans les villages ou à Lunel même, d'assister au mariage. Et il n'y a pas de raison, il n'y a pas du tout, alors qu'il n'y a pas une chasse après les croix. Et ça finit par être une discrimination qui se veut officielle, qui se veut au nom de la laïcité, mais ce n'est pas ça. Il ne faut pas accepter ces situations qui sont présentées comme normales, comme officielles, alors que c'est en réalité une discrimination. Il faut se défendre. Merci beaucoup. Nous allons poser la même question aux élèves. Je répète la question. Comment pouvons-nous agir individuellement et collectivement pour lutter contre les discriminations et le racisme ? Il faut se plaindre. Il faut aller voir la police ou les forces nécessaires pour cela. Après, il faut en parler autour de soi pour que les gens arrêtent. Merci. Par exemple, faut manifester. Faut manifester, choisir à qui, par exemple, comment on dit ça? Non, voter. Par exemple, on vote pour la bonne personne. Et par exemple, il faut intégrer des nouvelles lois pour les droits de l'homme. Il faut manifester, oui, il a raison. Mais aussi, Adam, il a dit qu'il faut aller voir la police. Il y a des gens qui n'osent pas et qui ne peuvent pas aller voir la police.
Donc si vous êtes le ou la meilleure amie de quelqu'un, s'il vous dit, vous devez faire tout pour son bien. Merci. C'est la fin de notre émission. Un grand merci à tous d'avoir participé à notre émission.